Troisième partie, la fin de l'art quand l'art et la vie se confondent. Alors je vais commencer avec le cas Fluxus. Donc Fluxus, c'est encore une fois un groupe qu'on peut mettre dans l'héritage du dadaïsme. C'est un groupe allemand mais qui va vite devenir international. Donc il faut le considérer plus qu'un mouvement artistique en tant que tel, c'est d'abord un état d'esprit, ça a été un espace de liberté, donc je le dis, de partage, d'amitié, euh, dans lequel vont se retrouver beaucoup d'artistes internationaux. Ces artistes vont s'organiser autour d'une pratique qu'ils vont qualifier d'iconoclaste et ludique, de promotion de ce qu'ils appelleront le non-art. Fluxus a donc des liens conceptuels étroits avec les mouvements qui l'ont précédé, le futurisme et, je vous le disais, le dadaïsme. Donc c'est un mouvement qui va s'inscrire dans une espèce de rejet des institutions muséales, des galeries, du marché de l'art, et de la notion d'œuvre d'art également. Pour eux, l'art est mort, en tout cas l'art bourgeois, c'est un art mort. Ils ont la volonté de révolutionner et de purger le monde de la culture intellectuelle, professionnelle et commercialisée. Donc ici, vous avez le manifeste de Fluxus, rédigé par Georges Maciunas, qui sera un de ses fondateurs, et vous avez également un logo réalisé par le même artiste pour symboliser un peu comme un symbole du mouvement. Ici, on voit une des performances du groupe Fluxus, donc avec plusieurs de ses membres, réalisée en 1962, qui s'intitule Piano Activities. Donc il s'agit en fait d'un concert, entre guillemets, c'est dans une salle de concert, vous voyez les sièges sur la droite, et durant ce concert du piano, les groupes Fluxus, plutôt que de jouer au piano, vont venir et vont détruire le piano avec des outils. Donc on voit ici une scie, bon, il y avait des marteaux, des tournevis, bref. Ils ont complètement mis en pièces le piano. Donc on voit bien qu'il y a cette idée de s'affranchir des codes, voire même de choquer le spectateur et l'attente du spectateur, en tout cas à l'époque, de ce que pouvait être une œuvre. Alors je vais vous présenter quelques grandes figures du groupe Fluxus qui vont influencer l'art du XXe siècle. Alors une très connue, c'est Yoko Ono, de 1960 à 1961. Elle va organiser à New York avec la collaboration du compositeur expérimental La Monte Young, une série pluridisciplinaire de concerts, expositions dans son loft. Elle va accueillir ainsi de grands noms de l'art contemporain, tels que la collectionneuse Peggy Guggenheim ou Marcel Duchamp, que vous connaissez, au cours de cet événement, et ils vont ainsi entrer dans l'histoire de l'art. Inspiré par les événements organisés par Yoko, Georges Maciunas, qui deviendra ensuite le fondateur de Fluxus, va ouvrir l'AG Gallery en juillet 1961. Maciunas programme la première exposition consacrée aux travaux de Yoko, Paintings and Drawings of Yoko Ono. Donc on voit que ça a été une figure non seulement importante pour l'art contemporain, mais qui va également être à l'origine du groupe Fluxus. Une des figures inspiratrices en tout cas. Alors ici vous avez une performance de Yoko Ono réalisée en 64, Cute Pieces, qui consiste en fait en une performance assez radicale de l'artiste qui va se mettre en scène. Devenu donc un jalon de l'histoire de l'art, et plus précisément du courant féministe en art, Cute Piece est joué pour la première fois en juillet 64 à Kyoto. Durant cette performance, Yoko demeure immobile sur scène, les yeux baissés, en posture agenouillée. Les spectateurs sont invités à venir découper ses vêtements, mettant son corps à nu. Dans cette performance, le spectateur devient acteur. Cependant, loin d'être érotique, le déshabillage apparaît comme une agression. Après cela, Yoko Ono a déclaré « Les gens continuaient à couper les parties de moi qui ne leur plaisaient pas. Finalement, il n'est plus resté que la pierre qui est en moi, mais il n'était toujours pas satisfait et il voulait voir de quoi était fait la pierre. » Donc, dans cette performance, ce qui est intéressant, c'est que c'est un genre de happening finalement, puisque les spectateurs participent. On est presque au niveau du théâtre, mais on est aussi au niveau du body art dans ce travail-là. On est dans les années 60, donc il faut bien voir que ça s'inscrit aussi
dans la contestation de ces années-là, dont on a parlé déjà durant les cours, qui est une contestation de critique de l'autorité, de la société phallocratique, hein, centrée sur le pouvoir masculin, de la guerre également, notamment des guerres provoquées par les États-Unis, et la libération des minorités, des femmes LGBT, des minorités noires également. Donc le travail de Yoko Ono et des artistes de ces années-là ont une véritable portée sociale et sociétale à leur époque. Alors justement, une autre œuvre importante, sachant que leur mariage du 20 mars 1969 allait être très médiatisé, John Lennon et Yoko Ono décident de profiter de l'occasion pour promouvoir la paix dans le monde. Ils passent leur lune de miel dans la suite présidentielle à l'hôtel Hilton d'Amsterdam pour une semaine. Le couple va donc inviter les journalistes du monde entier dans sa chambre, tous les jours de 9h à 21h. Le marchand d'art Nico Koster, jeune photographe à l'époque, est invité par Lennon pour une séance de prise de vue en privé. Après la sortie de l'album True Virgins, le couple apparaît nu sur la couverture. Les journalistes s'attendaient à ce qu'ils aient des rapports sexuels en public. Mais le couple reste sagement assis sur le lit nuptial et parle de paix en dessous de 2 grandes pancartes avec comme inscription Hair Peace et Bed Peace. Donc là l'idée, hein, c'est vraiment des icônes pop, hein, ces deux artistes, hein, donc l'un musicien, l'autre plasticienne et performeuse. Ils sont engagés dans l'antimilitarisme, dans le pacifisme, et ils vont donc mettre en scène leur couple. Donc là, on n'est plus que dans le cadre du groupe Fluxus, hein, mais on est vraiment sur le cadre du couple d'artistes qui se mettent en scène à travers leurs performances, à travers leur production, pour délivrer un message. Alors Joseph Beuys va être aussi un des artistes issus de Fluxus. Joseph Beuys, c'est un artiste allemand qui est connu pour ses œuvres assez troublantes, faites avec des matériaux qui reviennent souvent, donc par exemple de la graisse ou des feuilles d'or, de la feutrine, du feutre. Et il va également faire des performances. Comment expliquer les tableaux à un lièvre mort? Ça, c'est cette performance réalisée en 1965 à la galerie Skelmla, à Düsseldorf, pardon. Dans cette performance, Joseph Beuys est seul avec un lièvre mort à l'intérieur de la galerie, alors que le public doit regarder l'action depuis l'extérieur. Beuys a la tête recouverte de miel et de feuilles d'or. À son pied droit est attachée une longue semelle d'acier contre laquelle est déposée une semelle de feutre de même dimension. Il trimballe avec lui un lièvre mort à qui il murmure des choses inaudibles pour l'audience, lui montrant des tableaux accrochés au mur de la galerie. Alors du même goût, mais cette fois non pas avec un lièvre mort, mais avec un coyote bien vivant, Beuys va réaliser en 1974 cette performance qui restera dans les annales de l'histoire de l'art, qui s'intitule I Like America and America Likes Me. Et alors c'est assez rocambolesque, hein, puisque Beuys refusait de poser un pied sur le sol américain, et pourtant il est bien allé faire cette performance aux États-Unis. Alors il va d'abord être transporté dans une ambulance, escorté par les autorités américaines, depuis l'aéroport Kennedy, et il va se rendre à New York sans poser un pied sur le sol américain, en signe de contestation donc contre la guerre du Vietnam. Il réalise ensuite cette performance durant 3 jours en compagnie d'un coyote sauvage, capturé dans le désert du Texas. Avec lui, Beuys va jouer avec sa canne, hein, c'était un accessoire qu'il avait souvent, de son triangle et de sa lampe torche. Il porte son habituel chapeau de feutre et se recouvre d'étoffe, elle aussi en feutre, que le coyote s'amuse à déchirer. Filmé et observé par les visiteurs derrière un grillage, l'homme et l'animal partageront ensemble le territoire de la galerie avant que l'artiste ne reparte comme il était venu. À travers cette action, l'artiste veut souligner le fossé existant entre la nature et les villes modernes, entre nature et culture. Alors ça, la question de la nature et de la culture, c'est vraiment une question qui appartient à l'histoire de l'art, qui est traitée énormément, même en philosophie. Hein, l'homme serait un être de culture qui devrait lutter contre la nature. Or là, Beuys, lui, il s'inscrit plutôt dans une tentative de retour vers cette nature sauvage que l'homme a partiellement détruite. Il veut s'engager dans une action dite chamanique, hein, vous savez, le chaman, hein,
celui qui parle avec les esprits dans la culture des Amérindiens, et il essaie donc de réconcilier l'esprit des Blancs et l'esprit des Indiens d'Amérique. Dans cette performance, il y a quand même un discours politique derrière qui est une condamnation de la manière dont les États-Unis ont traité leur nature sauvage et ont traité aussi les populations d'origine du territoire, donc les Indiens qui ont été massacrés, parqués dans des camps, etc. Alors Ben Vautier, alors vous le connaissez puisque aujourd'hui on retrouve des accessoires, des trousses, des cartables, des cahiers où vous avez des petits mots écrits par Ben Vautier, mais il faut savoir qu'avant de faire fortune et de faire du marketing, c'était un artiste assez contestataire d'ailleurs, ce qui est assez ironique, et contre l'art bourgeois, etc. Donc ici, en 1963, il va réaliser cette performance attachée, qui est dite street performance, c'est-à-dire performance directement dans la rue. On voit derrière lui un panneau où il a écrit grossièrement à la peinture « Fluxus Street Theater Free », donc le théâtre gratuit, libre de Fluxus. Durant cette performance, il était en train de détruire, d'accorder, d'abîmer un violon, et vous voyez, il est entouré comme ça dans une espèce de fil de laine. Alors ici, vous avez d'autres productions de Ben Vautier. Donc cette boîte, attention, cette boîte contient Dieu en tant qu'œuvre d'art, et à droite, on voit une photographie donc d'une autre performance de Ben, au milieu de la rue, assis sur une chaise, avec ce panneau un peu provocateur, regardez-moi, cela suffit, je suis de l'art. Alors Nam June Paik, qui est un artiste d'origine coréenne, qui sera un des pionniers de l'art vidéo, un des pères spirituels de Bill Viola, dont on a pu parler également en cours. Donc on le voit ici dans une performance où il va peindre directement avec sa tête, et il va ensuite collaborer avec Charlotte Moorman, qui est une violoncelliste, dans cette performance, donc Performing Nam June Paik's Concerto for TV. Donc c'est une performance à base de vidéos et avec donc le jeu, la musique au violoncelle de Charlotte Moorman. Donc on voit bien la volonté là, en tout cas de Nam June Paik et de Charlotte Moorman, de rapprocher différentes techniques, médiums artistiques, mais différents types d'expression artistiques aussi. La musique, le concert, avec la vidéo, qui est un médium totalement nouveau à l'époque, on est en 71, donc la vidéo est apparue il y a peu de temps. Donc il y a vraiment cette volonté, je le disais tout à l'heure, encore une fois, de rapprocher les arts, et aussi de s'affranchir des anciennes barrières. Alors plus proche de nous, le collectif Grand Fury, qui va naître en 1987 pour travailler à des campagnes pointant les principaux problèmes politiques liés au sida. Donc ça, c'est vraiment un collectif qui est engagé politiquement, socialement, et c'est un collectif qui va combattre les idées reçues nombreuses dans les années 80 du sida. Il faut quand même imaginer que le sida, c'est la grande maladie des années 80, ça va décimer énormément de monde, et notamment dans la communauté gay, et donc vous avez forcément, issus de ces mouvements, des gens qui vont se dresser, qui vont créer des associations et qui vont utiliser, là c'est leur cas, les manières de communiquer de la publicité. Donc, je vous le dis, ils vont essayer de cibler, de pointer les problèmes politiques qui sont liés au sida, le racisme, la misogynie, la rapacité des entreprises pharmaceutiques, l'irresponsabilité du gouvernement. Grand Fury interpelle les autorités et parallèlement travaille à une prévention sans tabou auprès des communautés concernées. Il faut bien imaginer que pour l'époque, c'est vraiment quelque chose de tout à fait novateur de parler aussi ouvertement du sida, notamment aux États-Unis. Donc ici, on voit une exposition des différentes productions de Grand Fury. Donc il y a vraiment là la volonté de produire un art qui s'adresse aux masses, un art qui soit politique, engagé, et aussi un art qui emprunte à la publicité, qui emprunte à la communication de masse. Donc on voit par exemple des affiches, des pins et des événements, des expositions réalisées par le collectif. Alors le collectif Grand Fury va ouvrir délibérément et ouvertement un débat sur les préjugés, l'indifférence, la discrimination, le puritanisme, la cupidité et leurs conséquences mortelles, en convoquant pour ce faire
le soutien du monde de l'art et les stratégies de la communication de masse. Grand Fury est donc un hybride construit dans un but politique et utilisant les structures de la communication et de l'art en tant qu'outil pratique dans la réalisation de cet objectif. Donc là, il y a vraiment un détournement à la fois des codes publicitaires et des codes artistiques au service d'une cause. Et là, on voit bien que l'idée de faire collectif, l'idée de collaborer ensemble artistiquement, peut avoir une autre vocation que l'art pour l'art. On le voit bien hein, avec le Bauhaus, avec Fluxus, il y a cette idée d'entrer dans la vie quotidienne, de choquer, de transformer, de révolutionner. Donc on ne va pas parler simplement du monde de l'art. Et puis avec Grand Fury, il y a aussi eh bien, l'idée de faire de la politique, c'est-à-dire de s'adresser directement à la communauté, de véhiculer des idées, de combattre certaines autres idées. Donc c'est ce qu'on appellera de l'art engagé tout simplement. Alors, vous avez ensuite l'art collaboratif à l'échelle des réseaux. Alors, je vous laisserai copier les liens pour pouvoir voir les vidéos en ligne. Donc là, vous avez par exemple un groupe qui s'intitule Ibino Nero, qui a réalisé cette vidéo, Sourd, où en fait, ils ont fait appel à tous leurs fans dans le monde entier qui ont réalisé cette espèce de fresque collaborative en temps réel sur la musique de leur groupe. Donc je vous laisserai voir ça. Alors ce qui est intéressant là, c'est de voir comment finalement les gens peuvent spontanément se fédérer pour créer ensemble alors qu'ils n'ont même pas le statut revendiqué d'artiste ou de collectif. Ils vont collaborer à la co-création d'une œuvre, en l'occurrence là d'une vidéo, de manière tout à fait spontanée. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment aujourd'hui, avec les outils de notre société numérique, notre société de communication de masse, eh bien, on peut créer ensemble sans forcément avoir un statut et être reconnu par les institutions. Et c'est le cas notamment pour cette production, donc, qui a été initiée par le plus grand forum du monde, Reddit, et qui a accueilli, donc ce forum, cette expérience inédite le 1er avril 2017, donc vous voyez, c'est quand même très récent. Le but, c'était de permettre aux utilisateurs de créer une œuvre collaborative en pixels. Pendant 3 jours, sans interruption, des millions d'internautes du monde entier ont donc collaboré pour faire figurer leur création sur une toile à l'origine entièrement vierge. Donc, il faut imaginer que vous aviez chacun le droit de réaliser quelques petits pixels, et donc il fallait du coup avoir un travail collaboratif avec d'autres membres de cette communauté Reddit pour réaliser, bon, vous voyez par exemple ici Mona Lisa au centre, on a d'autres personnages qui apparaissent, on a le personnage de Rick et Morty, voilà, donc on a des drapeaux aussi, beaucoup de drapeaux, donc il y a vraiment l'idée que pour parvenir à faire un personnage, eh bien il faut être une communauté pour la faire, parce que évidemment vous aviez d'autres communautés qui pouvaient empiéter sur votre travail, donc le but aussi c'était que des communautés collaborent entre elles pour éviter eh bien, qu'il y ait trop de parasitage. Alors évidemment sur internet vous avez toujours des petits groupes de trolls qui vont essayer d'anéantir le travail des autres, hein, de venir perturber tout ça, mais est-ce que ça aussi finalement ça fait pas partie de la collaboration? Est-ce que ça fait pas partie de la création? Bon, vous voyez que ce qui est intéressant, c'est de voir comment, finalement, depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui, la question de la collaboration, elle est multiple, elle est protéiforme, mais surtout elle va évoluer. C'est-à-dire qu'on va passer d'un atelier traditionnel vers ce qu'on a pu voir, hein, les ateliers usines qui ont pour but de faire du profit. Et puis après, on va avoir des ateliers collaboratifs, on va avoir du Fab Lab, on va avoir des groupes d'artistes, des collectifs. Et finalement, Internet aujourd'hui c'est un nouveau lieu de création avec une potentialité complètement exacerbée par rapport à tout ce qui était possible de faire avant. Donc on entre certainement hein, dans une nouvelle page de l'histoire de l'art avec l'apparition d'Internet et de nouvelles formes d'art collaboratif.